L'histoire officielle dit que l'Atlantide est un mythe. Une simple invention philosophique de Platon, destinée à enseigner une morale politique. Pourtant, si c'était vrai, pourquoi chaque nouvelle découverte archéologique, géologique ou historique semble renforcer l'idée inverse? Pourquoi tant d'indices, séparés par des océans et des millénaires, semblent former une même ligne, une même direction, un même souvenir enfoui sous la surface de notre civilisation? Et si la vérité la plus choquante n'était pas que l'Atlantide a disparu, mais qu'elle a bel et bien existé? Imagine un instant qu'une civilisation avancée se soit développée des milliers d'années avant l'Égypte, Sumer ou la Chine antique. Une société capable d'observer les étoiles, de construire des monuments cyclopéens, de maîtriser une technologie ou une organisation inconnue. Imagine que cette civilisation ait atteint un niveau que nous n'attribuons aujourd'hui qu'aux sociétés modernes. Et imagine qu'en une seule génération, tout ait été effacé, submergé, englouti, oublié. La question n'est pas de savoir si Platon a menti. La question est de comprendre comment un texte vieux de plus de 2300 ans peut correspondre à des découvertes modernes impossibles à prévoir à son époque. Car Platon décrit l'Atlantide avec une précision troublante. Il donne sa taille, son emplacement approximatif, son organisation politique, sa structure circulaire, la nature de son sol, ses ressources, son effondrement brutal. Il parle d'un empire immensément riche, technologiquement avancé, puissant militairement, mais vaincu par sa propre arrogance. Et si ces détails n'étaient pas une invention littéraire, mais le reflet d'une réalité transmise par des récits beaucoup plus anciens, préservés par les prêtres égyptiens depuis des millénaires? Lorsque Platon rapporte l'histoire de l'Atlantide, il affirme que ce sont les Égyptiens qui l'ont raconté à Solon, son ancêtre politique. Selon ces prêtres, l'événement se serait produit 9000 ans avant Solon, ce qui nous place environ vers 9600 avant notre ère. Or, cette date n'est pas anodine. C'est précisément la période où la Terre connaît un bouleversement climatique massif, marqué par la fin du Dryas récent, une ère glaciale qui se termine brutalement. Une période où les océans montent de manière fulgurante, où des mégapoles côtières préhistoriques sont englouties, où les civilisations humaines doivent se déplacer, se réinventer, recommencer. Que Platon ait choisi cette date par hasard est très improbable. Qu'il ait anticipé l'existence de bouleversements géologiques modernes, impossible. Et pourtant, sa chronologie correspond exactement aux données scientifiques. Une coïncidence? Ou la preuve que son récit s'appuyait sur une mémoire beaucoup plus ancienne que lui? Lorsque les chercheurs se penchent sur les cartes anciennes, une autre anomalie apparaît. La carte de Périres, dessinée en 1513, représente l'Amérique du Sud, mais également un territoire proche de l'Antarctique, sans glace. Ce détail est tellement surprenant qu'il a suscité des dizaines d'études. L'Antarctique, selon les données géologiques, était libre de glace il y a environ 6000 ans, peut-être plus. Comment un cartographe du XVIe siècle aurait-il pu connaître cette information? Périres lui-même affirme que sa carte est basée sur des documents beaucoup plus anciens, hérités de civilisations oubliées. Certains chercheurs voient là un écho direct à l'Atlantide, un continent englouti, représenté avant sa submersion. D'autres y voient la preuve qu'une civilisation préhistorique possédait une cartographie avancée, capable de représenter des zones côtières aujourd'hui inaccessibles. Dans les deux cas, la question demeure. Qui, il y a plusieurs millénaires, cartographiait la Terre avec une précision impossible à expliquer? Mais les mystères ne s'arrêtent pas aux cartes anciennes. Lorsque des plongeurs découvrent la cité engloutie de Yonaguni au Japon, ils tombent sur une structure qui ne ressemble à rien de connu. D'immenses escaliers, des plateformes géométriques, des lignes droites impossibles à produire par la nature seule. Certains géologues tentent de l'expliquer par l'érosion, mais d'autres y voient clairement l'œuvre de l'homme. Les archéologues constatent que si ces structures appartiennent à une culture, elles remontent à bien avant les civilisations officiellement connues. Et surtout, Yonaguni ressemble étrangement à ce que Platon décrit. Des terrasses, des murs taillés rectilignes, une cité sous la mer. Et cette cité aurait été engloutie à la même période que celle où, selon Platon, l'Atlantide aurait disparu. Là encore, les dates concordent avec une précision troublante. On pourrait penser qu'il ne s'agit que de coïncidences. Une ville submergée par-ci, une carte étrange par là. Mais lorsqu'on multiplie les indices, l'ensemble devient beaucoup plus difficile à ignorer. Car les cités englouties ne se trouvent pas qu'à Yonaguni. Pavlopétrie en Grèce, considérée comme la plus vieille ville submergée au monde, a été engloutie il y a plus de 5000 ans. Dwarka, en Inde, mentionné dans les textes sacrés, montre des structures rectangulaires à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Chaque fois, ces cités posent les mêmes questions. Qui les a construites? Pourquoi ont-elles été englouties? Pourquoi partage-t-on autant de similitudes architecturales entre des sites séparés par des milliers de kilomètres?
L'idée d'une civilisation avancée pré-déluge n'est plus réservée aux mythes ou aux théories marginales. Aujourd'hui, des chercheurs pensent réellement que des sociétés humaines organisées existaient bien avant ce que l'histoire conventionnelle nous enseigne. Göbekli Tepe, par exemple, est un site vieux de plus de 11 000 ans, donc antérieur à l'agriculture. On y trouve des monuments complexes, alignés sur les étoiles, sculptés avec une précision qui défie toute logique pour l'époque. Une société capable de bâtir. Un site comme Göbekli Tepe ne peut pas être réduit au statut de tribu primitive. Elle avait des connaissances astronomiques, symboliques et techniques avancées. Alors pourquoi l'humanité aurait-elle construit des temples monumentaux avant d'inventer l'agriculture? Pourquoi les hommes auraient-ils gravé des symboles célestes avant de cultiver la terre? Cela défie totalement la chronologie traditionnelle. Ce que Göbekli Tepe suggère, c'est qu'une civilisation nettement plus avancée existait, puis a disparu, laissant derrière elle des traces isolées, dispersées, incomprises. Et si cette civilisation, ou l'une de ses branches, correspondait exactement à ce que nous appelons aujourd'hui l'Atlantide? Lorsqu'on observe la géologie, un autre fait impossible à ignorer apparaît, la montée brutale des océans. À la fin de la dernière période glaciaire, le niveau des mers monte d'environ 120 mètres. Cela signifie que n'importe quelle ville située près des côtes aurait été engloutie. Les chercheurs estiment que des milliers de kilomètres de littoral ont été submergés, emportant avec eux les villages, les temples, les routes, peut-être même les capitales de civilisations avancées. Si une société hautement développée vivait dans une zone côtière, elle serait aujourd'hui à des centaines de mètres sous la mer. Cette hypothèse est tellement plausible que certains scientifiques affirment que nous n'avons étudié qu'une infime fraction de l'histoire humaine. Seulement ce qui n'a pas été englouti. Le reste dort encore sous les océans, inaccessible, silencieux, oublié. C'est dans ce contexte que les Açores deviennent un point clé. Situés exactement là où Platon plaçait l'Atlantide, ces îles sont entourées par des anomalies géométriques sous-marines. Des structures rectilignes. Des formations qui ressemblent à des routes. Des plateformes trop régulières pour être naturelles. Certains archéologues suggèrent qu'il pourrait s'agir de l'œuvre humaine. D'autres affirment que la géologie peut parfois créer des formes étonnamment droites. Mais aucune explication ne fait l'unanimité. Les Açores sont positionnés sur une zone sismique instable. Si une civilisation avait vécu là il y a plus de 12 millénaires, il est plausible qu'elle ait été détruite par une combinaison de tremblements de terre et de tsunamis. Exactement comme l'affirme Platon. Toutes ces pistes convergent vers un même scénario. Il y a environ 12 000 ans, une civilisation avancée aurait été détruite par un cataclysme naturel, probablement lié à la fin de l'ère glaciaire. Cette civilisation aurait laissé des traces dans les mythes, les légendes, les structures mégalithiques, les cartes anciennes et les cités englouties du monde entier. Mais un autre élément, encore plus troublant, renforce l'idée d'une mémoire collective. Dans presque toutes les cultures de la planète, on trouve des récits d'un continent englouti. Les Grecs parlent de l'Atlantide. Les Celtes évoquent Yggdrasil. Les peuples des Andes racontent un monde perdu sous les eaux. Les Dogons parlent d'une terre submergée par un grand cataclysme. En Asie, on retrouve la légende de Kumari-Kandam, un continent englouti dans l'océan Indien. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord mentionnent aussi une grande inondation qui aurait détruit leurs ancêtres. Ces récits sont différents dans la forme, mais presque identiques dans le fond. Un peuple avancé, une arrogance croissante, un cataclysme brutal, une submersion, un souvenir transmis oralement. Comment expliquer que des milliers de cultures, sans contact entre elles, racontent la même histoire fondamentale? La version scientifique classique dirait que ces récits proviennent d'un trauma collectif lié à la montée des eaux. Mais cette explication ne justifie pas la précision troublante des descriptions de structures circulaires, de technologies avancées, de temples brillants, de connaissances astronomiques précises. Ce ne sont pas de simples mythes visant à expliquer la pluie ou les récoltes. Ce sont des souvenirs, ou du moins, des fragments de souvenirs. Lorsque l'on avance encore un peu plus loin dans les découvertes, un autre indice vient renforcer ce puzzle, les anomalies archéologiques. Certaines pierres, certains objets ou certaines structures semblent dater d'une époque où la technologie humaine aurait dû être rudimentaire. Pourtant, on y observe une précision mathématique, des alignements astronomiques, des tailles impossibles sans outils avancés. Le complexe de Sacsayhuaman au Pérou, par exemple, montre des blocs gigantesques parfaitement ajustés, sans mortier, avec une précision telle qu'on ne peut même pas glisser une feuille de papier entre eux. Comment cela a-t-il été possible? Qui a sculpté ces blocs? Et surtout, pourquoi retrouve-t-on la même technique dans différentes régions du monde, chez des peuples censés ne jamais avoir eu de contact? Cette convergence improbable suggère l'existence d'une civilisation mère, une source commune, un peuple ancien ayant transmis des techniques, des connaissances, des outils.
Une civilisation qui aurait existé avant le déluge, avant la montée brutale des océans, avant l'effacement de milliers de kilomètres de côtes. Ce que nous appelons l'Atlantide pourrait être cette civilisation. Non pas un mythe, mais le souvenir déformé et fragmenté d'un peuple réel, qui a vécu, prospéré, puis disparu. Certains chercheurs pensent même que les survivants de cette civilisation auraient ressemé la connaissance humaine dans différentes régions du monde, donnant naissance aux premières sociétés complexes après le cataclysme. Ce scénario expliquerait pourquoi l'agriculture, l'astronomie, l'architecture monumentale et les mathématiques apparaissent soudainement, presque simultanément, dans différentes régions du globe. L'histoire officielle a longtemps résisté à cette idée, car elle remet profondément en cause notre vision linéaire du progrès humain. Selon cette vision, plus on remonte dans le temps, plus l'humanité est primitive. Mais si l'Atlantide a existé, cette idée s'effondre complètement. Au lieu d'une ligne ascendante, l'histoire humaine deviendrait un cycle. Une ascension, une apogée, une destruction, une renaissance. Et peut-être voyons-nous aujourd'hui seulement les vestiges de cette renaissance, sans jamais avoir compris ce qui la précède. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Atlantide n'est pas un mystère isolé. Elle est le centre d'un réseau d'indices, de récits, de structures, de phénomènes géologiques et de découvertes archéologiques qui, mis ensemble, racontent une histoire cohérente. Une histoire différente de celle que l'on nous enseigne. Une histoire où l'humanité n'est pas à son premier chapitre, mais plutôt à sa deuxième version. Une histoire où le passé lointain n'était pas fait uniquement de tribus primitives, mais peut-être d'empires brillants, de savants astronomes, de bâtisseurs géants. Et si l'Atlantide n'était pas simplement une cité perdue, mais le symbole d'un âge d'or oublié? Un âge où les humains comprenaient mieux les étoiles que nous ne le faisons aujourd'hui. Un âge où l'on construisait des temples en alignement parfait avec des constellations. Un âge où les civilisations vivaient en harmonie avec les cycles de la Terre. Un âge qui s'est effondré dans un tumulte d'eau, de feu, de glace et de tremblements de terre. L'océan recouvre encore la majorité des traces de cet âge d'or. Mais chaque année, de nouvelles découvertes émergent. Des structures géométriques sous-marines. Des artefacts impossibles. Des légendes identiques. Des cartes anormales. Des monuments cyclopéens. Toutes ces pièces du puzzle ne peuvent plus être ignorées. Elles nous disent quelque chose. Elles nous rappellent quelque chose. L'Atlantide n'est peut-être pas une légende. Elle est peut-être la mémoire du premier âge de l'humanité. Et si nous voulons comprendre d'où nous venons réellement, il est temps de regarder. Plus on remonte dans le temps, plus l'humanité est primitive. Mais si l'Atlantide a existé, cette idée s'effondre complètement. Au lieu d'une ligne ascendante, l'histoire humaine deviendrait un cycle. Une ascension. Une apogée. Une destruction. Une renaissance. Et peut-être voyons-nous aujourd'hui seulement les vestiges de cette renaissance, sans jamais avoir compris ce qui la précède. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Atlantide n'est pas un mystère isolé. Elle est le centre d'un réseau d'indices, de récits, de structures, de phénomènes géologiques et de découvertes archéologiques qui, mis ensemble, racontent une histoire cohérente. Une histoire différente de celle que l'on nous enseigne. Une histoire où l'humanité n'est pas à son premier chapitre, mais plutôt à sa deuxième version. Une histoire où le passé lointain n'était pas fait uniquement de tribus primitives, mais peut-être d'empires brillants, de savants astronomes, de bâtisseurs géants. Et si l'Atlantide n'était pas simplement une cité perdue, mais le symbole d'un âge d'or oublié? Un âge où les humains comprenaient mieux les étoiles que nous ne le faisons aujourd'hui. Un âge où l'on construisait des temples en alignement parfait avec des constellations. Un âge où les civilisations vivaient en harmonie avec les cycles de la Terre. Un âge qui s'est effondré dans un tumulte d'eau, de feu, de glace et de tremblements de terre. L'océan recouvre encore la majorité des traces de cet âge d'or. Mais chaque année, de nouvelles découvertes émergent. Des structures géométriques sous-marines. Des artefacts impossibles. Des légendes identiques. Des cartes anormales. Des monuments cyclopéens. Toutes ces pièces du puzzle ne peuvent plus être ignorées. Elles nous disent quelque chose. Elles nous rappellent quelque chose. L'Atlantide n'est peut-être pas une légende. Elle est peut-être la mémoire du premier âge de l'humanité. Et si nous voulons comprendre d'où nous venons réellement, il est temps de regarder.